Vie des 12 Césars Suétone. Vitellius. Chapitre 1. Diversité des opinions sur l'origine des Vitellius. Il y a plusieurs traditions et de très diverses sur l'origine des Vitellius. Les uns la prétendent noble et ancienne, les autres récentes et obscures, même abjectes. J'attribuerai cette diversité d'opinions à la flatterie ou à l'inimitié si elle ne remonterait à une époque bien antérieure au règne des Vitellius. Il existe un ouvrage de Q. Elogius adressé à Q. Vitellius, questeur du divin Auguste, où il est dit que les Vitellius sont issus de Faunus, roi des aborigènes, et de Vitellia, qui fut adoré en plusieurs endroits comme une divinité, qu'ils régnèrent sur tout le Latium, que leur postérité passa du pays des Sabins à Rome et y fut abrégée aux patriciens, qu'il subsista longtemps des traces de leur existence, telles que la voie Vitellia, du Janicule à la mer, et une colonie du même nom, dont cette seule famille entreprit jadis la défense contre les Équicules. Enfin, qu'à l'époque de la guerre des Samnites, plusieurs Vitellius, envoyés en garnison dans l'Apulie, s'établirent à Nucérie et que leurs descendants, revenus à Rome longtemps après, y reprirent place dans l'ordre des sénateurs. Chapitre 2. Les ancêtres de l'empereur, son père se fait remarquer par ses lâches flatteries à la cour de Claude. D'un autre côté, quelques auteurs indiquent un affranchi comme le chef de cette race. Cassius Sévère et plusieurs autres font même de cet affranchi un savetier, dont le fils, après avoir gagné quelques argents dans les ventes aux enchères et les recouvrements de l'État, épousa une femme de mauvaise vie, fille d'un boulanger nommé Antiochus, et dont il eut un fils qui devint chevalier romain. Je ne discuterai pas ces assertions contradictoires. Ce qui est certain, c'est que P. Vitellius de Nucérie, qu'il sortit d'une race antique ou d'une famille méprisable, fut chevalier romain et administrateur des biens d'Auguste. Il laissa 4 fils, qui parvinrent aux plus hautes dignités, et qui, portant le même nom, ne se distinguèrent entre eux que par leurs prénoms, Aulus, Quintus, Publius et Lucius. Aulus mourut étant consul avec Domitius, père de l'empereur Néron. Il était fort prodigue et se rendit fameux par la magnificence de ses repas. Quintus fut éliminé du Sénat lorsque, sur la proposition du Tibère, on eut décidé de rejeter et d'écarter les sénateurs les moins aptes. Publius, compagnon d'armes de Germanicus, accusa et fit condamner Céine Pison, ennemi et assassin de ce jeune prince. Après sa prêture, on l'arrêta parmi les complices de ces gens. Et, confié à la garde de son frère, il ouvrit les veines avec un canif de copiste. Mais cédant aux instances de sa famille bien plus qu'à la crainte de la mort, il laissa panser et guérir ses plaies, et il mourut de maladie dans sa prison. Lucius, après son consulat, gouverna la Syrie, et à force d'adresse, décida le roi des Parthes, Artaban, à venir le trouver et même à rendre hommage en enseigne de légion. Ensuite, il fut 2 fois consul ordinaire, puis censeur avec l'empereur Claude. Il fut même chargé du sein de l'Empire en son absence pendant l'expédition de Bretagne. C'était un homme désintéressé, actif, tout à fait déshonoré par sa passion pour une affranchie, dont il avalait la salive mêlée avec du miel, comme un remède pour les maux de branche et de gorge. Et ce n'est pas un secret, ni rarement il en usait ainsi, mais tous les jours et devant tout le monde. Il avait, du reste, un talent merveilleux pour la flatterie. C'est lui qui, le premier, imagina d'adorer Caligula comme un dieu. À son retour de Syrie, il n'osa l'aborder qu'en se voilant la tête, et, après avoir tourné quelque temps sur soi-même, il se prosterna devant lui. Voyant Claude gouverné par ses femmes et par ses affranchis, et ne dédaignant aucun artifice pour s'assurer sa faveur, il demanda un jour à Messaline, comme une grâce insigne, la permission de la déchausser, et il lui ôta
le soulier droit, qu'il porta toujours entre sa toge et sa tunique, et qu'il baissait de temps en temps. Les statues d'or de Narcisse et de Pallas étaient placées parmi celles de ses dieux domestiques. Et lorsque Claude célébra les jeux séculaires, il lui dit « Célébrez-les souvent ». Chapitre 3. Naissance de Vitellius, sa jeunesse, ses sales complaisances pour Tibère. Une attaque de paralysie l'enleva en 2 jours. Il laissa 2 fils, nés de Sextilie, femme d'une austère vertu et d'une naissance distinguée, et il le vit tous 2 consuls dans la même année, le cadet ayant succédé pour 6 mois à l'aîné. Le Sénat lui décerna des funérailles publiques, et lui fit ériger devant les rostres une statue avec cette inscription, au modèle d'une piété inébranlable envers le prince. Son fils, Aulus Vitellius, qui fut empereur, naquit le 8 des calendes d'octobre, ou selon d'autres, le 7 des ides de septembre, sous le consulat de Drusus César et de Norbanus Flaccus. L'horoscope tiré à sa naissance par les astrologues effraya tellement sa famille que son père fit, pendant toute sa vie, d'incroyables efforts pour qu'on ne lui confiât aucune province, et que sa mère, en le voyant à la tête d'une armée, et en apprenant qu'il avait été salué empereur, se prit à pleurer s'il était déjà perdu. Il passa son enfance et sa première jeunesse à Caprée, au milieu des prostituées de Stibère, et il sera flétri du surnom de Spinitria. On attribua même à ses sales complaisances l'origine et la cause de la fortune de son père. Chapitre 4. Il devient le favori de Caligula et de Néron. Il continua de se souiller de toutes sortes d'infamies, et il tint le premier rang à la cour, où il devint le favori de Caligula en conduisant comme lui des chars dans le cirque, et de Claude, en ayant la passion du jeu de dés. Mais il plut encore davantage à Néron par les mêmes complaisances et surtout par un mérite particulier. C'est que, président au jeu néronien, en voyant que l'empereur, qui avait grande envie de lutter avec les joueurs de lyre, ne l'osait pas, malgré les instances de l'Assemblée, et était même sorti du théâtre, il y rappela comme étant chargé de lui exprimer le vœu opiniâtre du peuple, et lui ménagea ainsi le plaisir de se rendre. Chapitre 5. Ses dignités, sa conduite. La faveur de ces 3 princes l'éleva au fait des honneurs et même aux premières dignités du sacerdoce. Il eut le proconsulat d'Afrique, puis l'intendance des travaux publics. Sa conduite dans ces 2 emplois fut bien différente, ainsi que la réputation qu'il s'y fit. Dans son gouvernement, qui dura 2 années consécutives, il fit preuve d'une rare désintéressement, et il servit comme lieutenant sous son frère, qui lui succéda. Mais pendant son admiration à Rome, il déroba, disait-on, les offrandes et les ornements des temples, et il mit des cuivres de l'étain à la place de l'or et de l'argent. Chapitre 6. Ses femmes et ses enfants. Il épousa Petronia, fille d'un consulaire, et il en eut un fils, Petronianus, qui était privé d'un œil. La mère de celui-ci l'ayant institué son héritier, à condition qu'il ne restait pas sous la puissance paternelle. Vitellius l'émancipa. Bientôt après, il fit périr ce qu'on crut en l'accusant en plus de parricide. Il prétendit que, pressé par les remords de sa conscience, son fils avait avalé le poison préparé pour ce crime. Il épousa ensuite Galeria Fundana, dont le père avait été prêteur. Il en eut un fils et une fille, mais le premier bégaya à tel point qu'il en était presque muet. Chapitre 7. Il reçoit de Galba le commandement d'une armée. Ses créanciers veulent le retenir à Rome. Il y est accueilli avec joie par les soldats. Galba l'envoya commander dans la Germanie inférieure, au grand étonnement de tout le monde. On pense qu'il dut cet emploi au crédit de Tévinius, alors tout-puissant, et dont il avait, depuis longtemps, gagné les bonnes grâces, à cause de leur prédilection commune pour la fraction des bleus. Sur ce que dit alors Galba, qu'il n'y a personne de moins dangereux que ceux qui ne songent qu'à manger, et qu'il fallait,
à Vitellius les richesses d'une province pour assouvir son immense gloutonnerie. On voit évidemment dans ce choix du prince plus de mépris que de considération. C'est un fait connu qu'il n'avait pas même l'argent nécessaire à son voyage. Ses affaires étaient tellement délabrées que sa femme et ses enfants, qui restèrent à Rome, s'y cachèrent dans un galta loué, afin de mettre en location sa maison pour le reste de l'année, et que, pour les dépenses de la route, il prit et mit en gage une perle des boucles d'oreilles de sa mère. Une troupe de créanciers lui suivait partout et voulait le retenir, entre autres les gens de Sinuès et de Formi, dont il avait détourné à son profit les revenus publics. Ils ne cédèrent qu'à leur crainte de se voir attenter des accusations calomnieuses, comme il l'avait déjà fait à l'égard d'un affranchi qui réclamait une dette avec plus d'acharnement que les autres. Vitellius lui fit un procès pour outrage, sous prétexte qu'il en avait reçu un coup de pied, et il ne se désista qu'après lui avoir extorqué 50 000 sesterces. L'armée qui allait commander, mal disposée pour le prince et prête à la révolte, le reçut avec joie, les mains ouvertes et comme un présent des dieux. Elle voyait avec plaisir en lui le fils d'un homme qui avait été 3 fois consul, un chef dans la force de l'âge, facile et dissipateur. Il venait de donner de nouvelles preuves de ce caractère bien connu, en embrassant, sur sa route, tous ceux qu'il rencontrait, jusqu'aux simples soldats, pleins d'habileté, à tous les relais et dans toutes les auberges, avec les voyageurs et les muletiers, en demandant à chacun d'eux, dès le matin, s'il avait déjeuné, et en rotant devant eux pour leur prouver qu'il avait pris ce soin. Chapitre 8. Son indulgence excessive pour eux. Il le proclame empereur. Une fois entré dans le camp, il ne refusa rien à personne, et, de lui-même, il fit grâce de l'ignominie aux soldats dégradés, aux accusés de la honte du costume, aux condamnés du supplice. Aussi s'était-il à peine écoulé un mois que, sans tenir compte ni du jour ni du moment, les soldats l'enlevèrent un soir de sa chambre à coucher, dans le costume d'intérieur où il trouvait, et le saluèrent empereur. Il fut ensuite porté à travers les quartiers les plus populeux, tenant dans sa main l'épée du divin Jules, qu'on avait dérobée dans un temple de Mars, et qu'un soldat lui avait présenté pendant les premières acclamations. Quand il revint au prétoire, la salle à manger était en flammes, le feu ayant pris à la cheminée, présage qui jeta la consternation à l'anxiété dans tous les esprits. Prenez courage, dit-il alors. La lumière, lui, pour nous. C'est toute la harangue qu'il fit aux soldats. Les légions de la Germanie supérieure, qui avaient déjà abandonné Galba pour le Sénat, s'étant ensuite déclarées pour Vitellius. Il prit avec empressement le surnom de Germanicus, qui lui était déféré d'une voix unanime. Mais il n'accepta pas sur le champ celui d'Auguste, et il refusa pour toujours celui de César. Chapitre 9. Il marche contre Othon. Dès qu'il fut informé du meurtre de Galba, il mit aux ordres aux affaires de la Germanie et partagea ses troupes en 2 corps. L'un qui prit les devants et marcha contre Othon, l'autre dont il garde la conduite. Le premier partit sous d'heureux auspices. Un aigle parut soudain sur la droite, fit le tour des enseignes et précédant de peu de légions au-dessus du chemin qu'elle devait parcourir. Mais quand Vitellius mit son armée en mouvement, les statues équestres qu'on lui avait érigées dans plusieurs endroits tombèrent tout en même temps et eurent les jambes brisées. La couronne de laurier qu'il avait placée sur sa tête avec toutes les cérémonies de la religion tomba dans un fleuve. Enfin, à Vienne, comme il rendait la justice assis sur son tribunal, un coq vint se percher sur son épaule et ensuite sur sa tête. L'événement répondit à ses présages en effet. Ses lieutenants lui donnèrent l'empire et il ne put le garder. Chapitre 10. Mort de Othon, Vitellius traverse les provinces en triomphateur.
Ces soldats se livrent impunément à toutes les violences. Un de ses mots les plus atroces. Il était encore en Gaule, quand il apprit la victoire de Betriacum et la mort d'Otan. Il licencia aussitôt, par un édit, les cohortes prétoriennes comme ayant donné un funeste exemple, et il leur fut ordonné de remettre leurs armes aux tribuns. Il fit rechercher et punir de mort 120 soldats, dont il avait trouvé des mémoires où il demandait à Otan des récompenses pour la part qu'il avait prise au meurtre de Galba. Cette action était belle, magnanime et annonçait un grand prince. Mais la suite répondit plutôt aux habitudes de sa vie passée qu'à la majesté de l'Empire. Pendant toute sa route, il traversa les villes dans un char de triomphe, et navigua sur les rivières dans les barques les plus élégantes, soigneusement ornées de toutes sortes de couronnes et chargées de l'appareil des plus splendides festins. Aucune discipline parmi les gens de son service, aucune parmi les soldats, leur violence et leur vol n'était pour lui qu'un sujet de plaisanterie. Non content des festins que leur offraient toutes les villes, il mettait en liberté qui il voulait. Quiconque s'opposait à leurs caprices recevait aussitôt des volées de verges, des coups, des blessures, même la mort. Arrivé dans la plaine où s'était livrée la bataille, et voyant quelques-uns des siens reculer d'horreur devant les cadavres en putréfaction, il osa dire, pour leur rendre courage, ce mot exécrable. Un ennemi tué sent toujours bon, surtout quand c'est un concitoyen. Toutefois, pour corriger la mauvaise odeur, il se mit à boire largement du vin pur, à la tête de ses troupes, et il en fit ensuite distribuer à tout le monde. À la vue de la pierre qui portait pour inscription à la mémoire d'Otan, il s'écria, avec non moins d'arrogance et de vanité, mausolée digne de lui. Il envoya dans la colonie d'Agrippine, pour le consacrer à Mars, le poignard avec lequel Otan s'était tué, et il organisa une fête nocturne sur les sommets de l'Apennin. Chapitre 11. Son entrée dans Rome, odieux commencement de son règne, il prend Néron pour modèle. Il entra enfin dans Rome, au son des trompettes, en manteau de général, l'épée au côté, au milieu des aigles des étendards. Ceux de sa suite portaient le costume de guerre. Les soldats avaient les armes déguinées. Il ne fit plus que montrer un mépris toujours croissant dans les lois divines et humaines. Il prit possession du souverain pontificat le jour anniversaire de la bataille de l'Alia. Il donna les magistratures pour 10 ans. Il s'établit consul perpétuel. Afin que l'on sût bien quel modèle il avait choisi pour le gouvernement, il convoqua au champ de Mars de la foule des prêtres de l'État, et fit des offrandes funèbres au mâne de Néron. Au milieu d'un repas solennel, il dit tout haut à un Citharède qui avait du succès de chanter aussi quelques passages des poèmes du maître. Et à peine celui-ci eut commencé des chants de Néron que Vitellius, le premier, l'applaudit avec transport. Chapitre 12. Ses favoris. Tels furent les commencements de cet empereur, qui n'eut désormais d'autres règles que les conseils et les caprices des plus vils histrions, des conducteurs de chars et surtout de l'affranchi Asiaticus. Cet affranchi avait été attaché dès sa jeunesse à Vitellius, par un commerce de prostitution mutuelle, mais bientôt s'il s'était enfui de dégoût. Son maître, l'ayant retrouvé à Pouzol, où il vendait de la piquette, le fit jeter dans les fers, l'en retira presque aussitôt, et le fit servir encore à ses plaisirs. Mais fatigué de son caractère excessivement rebelle et de ses dispositions au vol, il le vendit à un chef de gladiateurs ambulant. Il enleva de nouveau, comme il allait descendre dans l'arène à la fin d'un spectacle, et, nommé plus tard au gouvernement d'une province, il l'affranchit. Le premier jour de son règne, il lui donna l'anneau d'or à table, quoique, le matin même, il eût répondu d'un ton sévère à tous ceux qui le demandaient cette faveur pour Asiaticus, qu'il ne voulait pas imprimer une pareille tâche à l'ordre équestre. Chapitre 13. Sa gourmandise et sa voracité. Ses plus grands vices étaient la gourmandise et la cruauté.
Il faisait régulièrement 3 repas par jour, et souvent 4, qu'il distinguait en déjeuner, dîner, souper et collation. Il suffisait à tous ces repas par l'habitude de vomir. Il s'invitait le même jour chez plusieurs personnes, et chacun de ces festins ne coûta jamais moins de 4000 sesterces. Le plus fameux fut le souper qu'il lui donna son frère, le jour de son entrée à Rome. On y servit, dit-on, 2000 poissons des plus recherchés et 7000 oiseaux. Lui-même surpassa ses profusions par l'inauguration d'un plat d'une grandeur énorme, qu'il appelait fastueusement le bouclier de Minerve protectrice. On y avait mêlé des foies de carlet, de cervelles de faisan et de paon, des langues de phénicoptère et des laitances de murène. Ses capitaines de vaisseaux et ses trirèmes avaient été chercher tout cela depuis le pays des Parthes jusqu'au détroit d'Espagne. Sa voracité n'était pas seulement immense, mais sale et désordonnée. Il ne pouvait se contenir ni pendant les sacrifices, ni dans ses voyages. Il mangeait sur les autels mêmes, les entrailles et les pains du froment, qu'il arrachait presque au foyer. Et sur sa route, il prenait, dans les cabarets, des mets encore fumants, ou qui, servis la veille, étaient à demi rongés. Chapitre 14. Sa cruauté. Toujours prêt à ordonner des meurtres et des supplices, sans distinction de personne et sous le premier prétexte venu, il fit périr de différentes manières de nobles Romains, autrefois ses condisciples et ses camarades, qu'il avait attirés auprès de lui par toutes sortes d'avances, et qu'il fit céder comme associés dans l'exercice du pouvoir. Il alla jusqu'à donner à l'un d'eux du poison, de sa propre main, dans un peu d'eau fraîche que celui-ci lui avait demandé pendant un accès de fièvre. Il n'épargna presque aucun des usuriers, des créanciers, des fermiers de l'État, qui, à Rome, avaient naguère exigé de lui le montant de leurs créances, ou qui, dans ses voyages, lui avaient fait payer la taxe. Il envoya même au supplice l'un d'entre eux, qui venait lui rendre ses devoirs. Mais il fit aussitôt rappeler, et tout le monde louait déjà sa clémence, lorsqu'il ordonna de le tuer devant lui, voulant, dit-il, en repaître ses yeux. Un autre vit exécuter avec lui ses 2 fils, qui étaient venus demander la grâce de leur père. Un chevalier romain, qu'on entraînait à la mort, lui ayant crié « Tuez mon héritier ». Il voulut voir le testament, et y lisant qu'un affranchi de ce chevalier devait partager avec lui l'héritage, il fit égorger le chevalier et l'affranchi. Il fit périr quelques hommes du peuple pour le seul crime d'avoir dit tout haut du mal de la faction des Bleus. Audace qui leur venait, pensait-il, du mépris de sa personne et de l'espoir d'un changement de règne. Il en voulait surtout aux auteurs de plaisanteries et aux astrologues qu'il faisait mettre à mort sans les entendre, sur la dénonciation du premier venu. Sa fureur contre eux fut au comble lorsque, après l'édit par lequel il enjoignait aux astrologues de sortir de Rome et de l'Italie avant les calendes d'octobre, ils en affichèrent aussitôt cette parodie. À tous salut, de par les Chaldéens, défense à Vitellius Germanicus d'être en aucun endroit du monde aux calendes du même mois. Il fut soupçonné aussi d'avoir fait mourir de faim sa mère malade, parce qu'une femme du pays des Chattes, qu'il croyait comme un oracle, lui avait annoncé un règne paisible et long s'il survivait à sa mère. Selon d'autres témoignages, celle-ci, dégoûtée du présent et effrayée de l'avenir, lui avait demandé du poison, qu'il lui donna sans beaucoup de peine. Chapitre 15. Les armées proclament Vespasien empereur. Vitellius se prépare à la guerre. Sa perfidie. La 8e mois de son règne, les armées de Mésie et de Pannonie se tournèrent contre lui, ainsi que celles de Judée et de Syrie, au-delà des mers, et elles prêtèrent serment à Vespasien.
les unes en l'absence de ce dernier, les autres en sa présence. Vitellius, pour s'assurer l'attachement du reste des troupes et leur faveur, prodigua sans mesure les largesses au nom de l'État et en son propre nom. Il fit des levées dans Rome, promettant aux volontaires non seulement le congé après la victoire, mais aussi les récompenses des vétérans et les avantages du service régulier. Pressé par ses ennemis sur terre et sur mer, il leur opposa d'un côté son frère, avec une flotte de nouvelles recrues et une troupe de gladiateurs. De l'autre, les généraux et les légions qui avaient vaincu à Betriacum. Mais partout, trahi ou battu, il traitait avec Flavius Sabinus, frère de Vespasien, ne se réservant que la vie avec 100 millions de sesterces et des degrés du palais. Il déclara sur le champ aux soldats assemblés qu'il renonçait à l'Empire dont il s'était chargé malgré lui. Des réclamations s'élevant de tous côtés contre cette résolution, il consentit à la journée, laissa passer une nuit et descendit, dès le premier jour, en habit de deuil, vers la tribune aux harangues, où il fit, en pleurant, la même déclaration, mais, cette fois, un écrit à la main, le peuple et les soldats l'interpellèrent de nouveau, exhortant à ne pas se laisser aller en découragement, en lui promettant à l'envie les uns des autres, de l'aider de tout leur pouvoir. Il reprit courage, attaqua subtilement Sabinus et les autres partisans des Flaviens, qui étaient sans défense, les repoussa jusque dans le Capitole, où il les fit périr en mettant le feu au temple de Jupiter, très bon et très grand, et regarda assis à table dans la maison de Tibère le combat et l'incendie. Il ne tarda pas à se repentir de cette conduite, dont il rejeta le Dieu sur d'autres. Et ayant convoqué le peuple, il fit jurer à tout le monde, et jura le premier, de n'avoir rien de plus sacré que le repos public. Alors, détachant le poignard qui pendait à son côté, il le présenta d'abord au consul, puis, sur son refus, aux autres magistrats, et enfin à chacun des sénateurs. Mais personne ne voulant l'accepter, il s'en allait le déposer dans le temple de la Concorde, lorsque plusieurs voix le crièrent, qui était lui-même la Concorde. Il revint alors sur ses pas, déclarant qu'il gardait son arme et de plus acceptait le surnom de la Concorde. Chapitre 16. Il fait des propositions de paix qui sont rejetées. Il cherche alors à fuir, et, revenant ensuite au palais, il se barricade dans la loge du portier. Il engagea les sénateurs à envoyer les députés avec les vestales, demander la paix, ou, au moins, le temps nécessaire pour délibérer. Le lendemain, comme il attendait la réponse, un de ses éclaireurs annonça l'approche de l'ennemi. Il se cacha aussitôt dans une chaise à porteur, et, sans autre suite que son boulanger et son cuisinier, il se dirigea secrètement vers l'Aventin et la maison de ses pères, afin de s'enfuir de là en compagnie. Mais bientôt le bruit s'étant répandu, vague et incertain, qu'on avait obtenu la paix. Il se laissa reporter au palais. Là, voyant que tout était désert et que ceux mêmes qui étaient avec lui s'esquivaient. Il s'entoura d'une ceinture pleine de pièces d'or et se réfugia dans la loge du portier, attacha le chien devant la porte et la barricada avec un lit et un matelas. Chapitre 17. Il est découvert, traîné dans les rues, chargé d'outrages et mis à mort. Déjà s'avançait l'avant-garde de l'armée ennemie. Quelques soldats, ne rencontrant personne, se mirent, comme c'est leur habitude, à visiter tout. Ils le tirèrent de sa retraite et, ne le connaissant pas, lui demandèrent qui il était. Et il savait où était Vitellius. Il répondit par un mensonge, mais se voyant reconnu, il ne cessa de supplier qu'on lui laissât la vie. Du temps même le garda en prison parce qu'il avait des secrets à révéler qui importaient au salut de Vespasien. Cependant, on le traîna demi-nu vers le forum, les mains liées derrière le dos, la corde au cou, les vêtements déchirés, et chacun lui prodigua du geste et de la voix les plus cruels outrages tout le long de la voie sacrée. Les uns lui tirant la tête en arrière par les cheveux, comme on en use avec les criminels,
les autres lui relevant le menton avec la pointe de leur glaive pour le forcer à montrer son visage. Ceux-là lui jetaient de la boue et des excréments, ceux-ci l'appelant ivrogne et incendiaire. Une partie du peuple lui reprochait jusqu'à ses défauts corporels, car il avait une taille démesurée, le visage rouge et bougeonné par l'abus du vin, le ventre gros et une cuisse plus faible que l'autre, car il avait été heurté autrefois par un quadrige alors qu'il se produisait comme serviteur de Caius, celui-ci conduisant un char. Enfin, près de Gémonie, il fut déchiré jusqu'à la mort à petits coups et on le traîna dans le Tibre avec un croc. Chapitre 18. Sa mort justifie une prédiction qui lui avait été faite. Il périt avec son frère et son fils dans la 57e année de son âge. Le prodige que nous avons dit lui était arrivé à Vienne avait été interprété dans ce sens, qu'il tomberait un jour au pouvoir d'un Gaulois. Et l'événement justifia cette prédiction, car il fut vaincu par Antonius Primus, un des généraux de l'armée ennemie, lequel était né à Toulouse, et avait porté dans son enfance le surnom de Becco, mot qui signifie le bec de coq. Le bec du coq.